Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Yes, la Team Logic, j'espère que vous vous portez tous et toutes pour le mieux. Aujourd'hui, je viens un petit peu du futur, vous allez voir. L'émission d'aujourd'hui est simplement une rediffusion de live au travers duquel j'avais partagé un certain nombre d'informations extrêmement pertinentes, donc des questions qui m'ont été posées directement dans un live et auxquelles j'ai répondu. Et en fait, j'ai envie de dire le contenu à l'intérieur, les réponses que je vous ai divulguées ont été tellement bonnes que je me suis dit que franchement, ce serait dommage pour les personnes qui n'ont pas encore vu le live en rediffusion, eh bien que ne vous puissiez pas accéder à ces informations. Ça va sans doute être ici un nouveau format d'émission. Je vais prendre ici des questions qui me sont posées en live, des questions pertinentes et surtout des questions auxquelles j'ai pu donner une réponse plutôt longue mais intéressante qui vont pouvoir vous aider à mieux comprendre le marché crypto-monnaie et vous aider aussi évidemment à obtenir des meilleurs résultats. Donc je vous laisse, je ne vais pas ici vous prendre tout votre temps, je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, pensez au gros like et aux gros commentaires, ça fait vraiment super plaisir et regardez bien l'émission jusqu'au bout parce que vous allez en apprendre vraiment beaucoup sur le marché crypto-monnaie et surtout sans doute que je vais répondre à des questions auxquelles vous vous êtes déjà posées. Donc c'est parti les amis, je ne vais pas vous prendre plus de temps, je vous laisse directement avec la vidéo. Du coup on parlait du Bitcoin, voilà je t'ai donné à peu près ma target, pour moi c'est à peu près aux environs des 16 000 $. Il y a pas mal d'indications et d'indicateurs qui pointent vers ça. Si je peux te montrer un travail que j'ai fait cet après-midi sur une recherche de targets, voilà on a vu qu'on a eu ici cette... On a eu ici ce mouvement qui a fait à la base une sortie, ça je peux vous le montrer sur le social index parce qu'au moins il est déjà tracé. Donc ici voilà, on avait ce triangle de compression, on a eu une fausse cassure haussière, on a eu une réintégration. Et donc vous le savez maintenant, quand on a ce type de mouvement là, on a du coup un certain mouvement avec une certaine amplitude qui peut avoir lieu par la suite. Et l'amplitude, elle a deux possibilités, à la hausse comme à la baisse, ça c'est toujours. Ici du coup je vous ai matérialisé la garage zone de ce fameux mouvement quand je vous ai montré là tout à l'heure. En gros ici on va dire cette espèce de biseau, c'est très mal tracé mais il était bien tracé avant sur le Scalpex Index, mais là ici on a fait une fausse cassure puis une réintégration. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ici directement la garage zone de ce précédent mouvement. La garage zone de ce précédent mouvement à la baisse pourrait nous ramener ici aux alentours des 16 571 $ si on va dans son entièreté. Donc vous le savez, la garage zone c'est une extension de Fibonacci et qui prend les 1.618 et les 2 de Fibonacci. Et donc généralement si on vient avoir ici un mouvement baissier, on a de fortes chances ici d'avoir le prix qui se met à stabiliser directement dans cette garage zone. Donc c'est potentiellement l'objectif qu'on pourrait viser entre les 17 330 ici et directement les 16 500 $. Donc ça ce serait pour la première garage zone si on venait à avoir évidemment cassure baissière et que du coup on aille chercher cette fameuse jambe baissière. A l'inverse, maintenant, on peut faire la garage zone dans le mouvement inverse. Donc, on prend directement le mouvement précédent et la garage zone, elle, nous ramènerait ici si jamais on partait à la hausse cette fois-ci. Donc, si on venait ici à obtenir une cassure haussière, même si pour l'instant, ce n'est pas ce que je vise, vous le savez, on aurait ici un retour entre les 21 600 $ et les 22 329 $. Voilà, ici, ce serait directement l'objectif de la garage zone dans le sens haussier. Donc, voilà, on va dire à très court terme, les différentes zones qu'on peut chercher. Et après, si jamais on prend légèrement plus de recul, on peut prendre la garage zone du mouvement daily précédent, du mouvement haussier ici. Donc ce mouvement-là, de ici à ici. Et si on trace la garage zone de ce mouvement précédent, comme tu le vois ici, on reviendrait avec un objectif entre les 15 896 $ et les 14 273 $. Donc là, ce serait si jamais on a un décrochage baissier daily comme on l'attend, mais que derrière, on mette en place du coup ici ce M-top et que l'amplitude du mouvement baissier, donc que la force des vendeurs serait un peu plus importante que ce à quoi on s'attendait, alors on pourrait aller chercher ici, pareil, ça nous ramènerait entre les 16K et les 14 000 $. Donc tu vois, la target la plus baissière qu'on pourrait viser, ce serait vraiment le fond ici, qui serait aux 14 300 $ environ. Voilà un petit peu au niveau des targets qu'on pourrait se fixer sur le Bitcoin avec des indicateurs très simples qui sont simplement ici une extension de Fibonacci qui nous permet du coup d'avoir ici cette garage zone. Et j'ai même plus besoin de vous présenter cet indicateur quasiment puisque je vous le présente très souvent dans les analyses techniques et vous l'avez vu à quel point cet indicateur est pertinent et à quel point on trouve très souvent une certaine réaction du prix à l'intérieur, que ce soit à la hausse
Donc si on arrive dans une garage zone haussière, généralement on se met à stabiliser, voire légèrement à corriger pour récupérer de la force. Et à l'inverse, la garage zone baissière ici, c'est le moment où les vendeurs sont essoufflés, donc on se met à consolider, voire à la limite de trouver un certain rebond, tout simplement. En fait, les garage zones, c'est simplement quoi? C'est simplement ce qui va permettre ici à faire le mouvement excessif. Donc le mouvement excessif, c'est quoi? C'est disons que la neutralité du prix soit ici. Donc là, on a une neutralité du prix qui est donnée. Et bien, si on veut un mouvement excessivement baissier, donc qui vienne directement récupérer toute la force des vendeurs actuels, bien, il faudrait revenir déjà dans cette zone. Là, ici, on aurait les vendeurs qui sont essoufflés. Et à l'inverse, la garage zone haussière, que j'ai tracée, qui devait être quelque part ici. Si on venait à avoir un mouvement haussier, eh bien, c'est dans la garage zone qu'on aurait le mouvement excessivement haussier. Et les acheteurs, du coup, ici, perdraient de la force. Et quand les acheteurs n'ont plus assez de force pour pousser le prix, eh bien, on se met soit à consolider, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut créer des petits dips pour récupérer de la force. Voilà les amis, j'espère que du coup vous avez un peu compris. Je viens de répondre à la question aujourd'hui de quel target est-ce qu'on pourrait fixer, target baissière, puisqu'il nous a demandé au sud sur le Bitcoin si on venait à avoir une certaine cassure baissière. Paul qui nous demande Ethereum, tu en penses quoi? Alors Ethereum les amis, je vous en ai parlé. Pour ma part évidemment ça reste un projet sur lequel je suis extrêmement investi. J'adore ce projet, je cherche continuellement à essayer de trouver des nouvelles opportunités d'entrée sur le projet. Mais ici à court terme, je pense que Ether pourrait encore une fois corriger donc via le Bitcoin, puisque je vous ai parlé en début d'émission du Bitcoin qui chercherait à défoncer les altcoins, donc à récupérer de la dominance. Et pour récupérer de la dominance face aux altcoins, donc pour réaliser les meilleures performances, il faut évidemment qu'il puisse commencer ici à corriger lui-même, puisque comme vous le savez, on a une répercussion générale de un Bitcoin qui corrige de 10%, c'est 20% sur les altcoins. On a environ un x2, un ratio de x2 entre les alts et le Bitcoin. Et donc pour venir corriger ici de 7-8% sur le Bitcoin, ça ferait directement moins 14, moins 16%, donc quasiment moins 20% sur les alts. Et donc là, ça ferait plus mal et ça lui permettrait de reprendre de la dominance. Donc sur Ether, vous le savez, on peut le regarder ensemble. Hein. On est ici, on va regarder déjà ça en daily plutôt. Donc rappelez-vous, sur Ethereum, tout simplement, ici on est dans mon M-Top. Donc un M-Top, c'est ici une figure avec un objectif à l'entrée du M-Top. Donc là, ici, l'entrée était aux 1002 $. On a ici ce M-Top qui s'est dessiné. Donc on se met ici actuellement simplement à stabiliser sur une zone de support qui est clé, une zone de support qui était très attendue par les investisseurs puisque c'était le retest de l'ancienne zone de résistance et surtout de la zone de cassure. Puisque quand Ethereum ici a réalisé son triple bottom et qu'on a eu ce mouvement haussier ici directement, eh bien à ce moment-là, on a cassé une zone de résistance. Et cette zone de résistance, on ne l'avait jamais retestée en tant que support. Donc, on est actuellement en train de la retester. Je pense que le fait de consolider dessus, c'est simplement ici pour faire en sorte que les investisseurs rentrent à l'achat en se disant « Ok, on est revenu tester ce niveau de support, donc c'est un bon point d'entrée et on va partir en haut. » Sauf que je ne pense pas que c'est ce qu'on va faire puisque on est dans ce M-Top. Et pareil, j'attends toujours une petite correction sur le Bitcoin qui, là encore, viendrait faire une correction un peu plus importante sur Ether et ça ramènerait ici un Ether sous les précédents creux. Donc ici, pour ma part, je verrais un Ether rechercher les 1002 $ environ pour l'objectif du M-Top et à la limite laisser traîner une mèche pour aller récupérer les liquidités ici. Comme on voit, on a des petites mèches à aller chercher de liquidités aux 994 $, 1004 $ ainsi que 882 $ et 935 $. Donc pour ma part, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, j'ai des liquidités. J'ai supprimé quelque chose d'important ou pas du tout? Non, ok, nickel. Donc pour ma part, j'ai des liquidités et qu'est-ce que je fais? Eh bien directement, je me trace ici mon petit rectangle de liquidité et c'est dans ce rectangle-ci que je vais chercher des positions d'achat. Donc si on a le Bitcoin qui revient, Ethereum, excusez-moi, qui revient chercher cette zone, je vais enlever légèrement le précédent niveau de support. Donc si on a Ether qui revient dans cette zone, eh bien je réaccumule un maximum de positions d'achat. Donc ici, sûr et certain, si on repart là, à ce moment-là, je vais essayer de repartir ici sur un bag plus complet sur Ethereum. Et ici, par contre, à l'inverse, évidemment, ce qui est possible, on ne sait jamais, s'il n'y a pas ici ce retour baissier et que du coup, le marché ne veut pas nous offrir un Ether plus bas, on ne veut pas aller rechercher ses liquidités. Voilà, on ne sait jamais, il peut arriver plein de choses sur le marché crypto. Eh bien, je vais avoir certains signaux dans cette consolidation. On va voir ici, par exemple, on pourrait voir beaucoup de shorters commencer à shorter un maximum ici cette consolidation. Et donc ça, ce serait un premier signal pour nous dire, bon, alors potentiellement que Ethereum ne va pas donner ici l'opportunité aux shorters de gagner de l'argent sur cette correction. Et donc potentiellement que du coup on va consolider et même venir essayer de les chasser pour s'ils ont mis leur stop loss ici, oui voilà, enfin directement non, pour l'inverse, s'ils ont mis leur stop loss au-dessus du précédent top, donc notamment 1794, s'il y a vraiment beaucoup de shorters ici, beaucoup de liquidités qui short, alors on n'est pas à l'abri de revenir chercher simplement ces liquidités avant potentiellement de corriger. Donc c'est pour cette raison que
Comme je vous l'explique très souvent, on est ici à toujours vouloir mettre en place des scénarios, on est toujours en train de vouloir essayer de voir qu'est-ce qui va se passer concrètement, mais il ne faut pas avoir qu'un seul plan d'action en tête, parce que si notre seul plan d'action c'est d'attendre que cette consolidation casse à la baisse et revienne dans cette zone pour acheter, et bien si ça ne le fait pas, et bien on fait rien. Et là c'est dommage, parce qu'en tant qu'investisseur, on rate peut-être une opportunité. S'il y a un W qui se valide, et bien évidemment on va essayer de certainement, on va essayer de rentrer. Donc il y a plein de choses auxquelles il va falloir faire attention. Ça c'est des choses évidemment qui sont plus techniques, c'est toute une stratégie, tout un plan d'action, avec la fameuse zone de rechargement vendeuse, etc. Ça ferait beaucoup d'indications, je pense que là je vous perdrais un petit peu si je vous expliquais tout ça là maintenant tout de suite. Mais tout ça pour expliquer que sur Ether, j'attends ici du coup ce retour entre les 1000 $ et les 880 $ pour racheter un maximum. Et si jamais il ne vient pas et que je vois que dans cette consolidation on a beaucoup de signaux qui nous montrent un potentiel retournement, alors c'est déjà une zone qui est pas dégueulasse pour essayer d'entrer sur Ether. On est vraiment pas mal puisque on serait ici entre les 1200 et 1300 $. Pour rappel, ici simplement sur le 14 août 2022 on était à un Ether aux 2030 $. Donc ce serait pas dégueu des 1700 puisque comme vous le voyez hein, ça ferait une performance haussière ne serait-ce qu'en allant chercher le précédent top où on reviendrait ici sur 52% de hausse quoi. Donc il y a quand même de belles choses à faire. Mais voilà, comme dit, mon plan pour moi c'est vraiment ici dans cette zone d'accumuler un maximum dès lors qu'on y reviendra. Et comme vous le voyez, mon scénario actuel sur le Bitcoin est un scénario qui est légèrement baissier, donc qui pourrait m'offrir cette opportunité sur Ethereum. On a Mitz qui nous demande est-ce que tu fais du scalping ou du day trading? Alors pas ces derniers temps, non. En fait ce qui s'est passé c'est que oui j'ai fait quelques petites erreurs ces derniers temps en trading parce que j'ai voulu essayer de trader, j'ai envie de dire. Et en fait le seul fait de vouloir trader pendant des périodes dans lesquelles on n'est pas concrètement tendanciel, parce que moi je trade que du long, ça aussi il faut le savoir, je ne shorte jamais le marché, ce qui veut dire que quand tu ne shortes pas le marché et que tu essayes donc de prendre des positions en trading techniquement à contre-tendance, généralement c'est pas la bonne chose. Et donc évidemment c'est pas du tout le bon moment pour trader. Comme je l'explique très souvent, lorsqu'on est dans un range, dans une consolidation, arrêtez de vouloir trader parce que dans un range, c'est le terrain de jeu favori des whales et elles vont vous défoncer. Et elles savent exactement où vous avez vos positions d'entrée, elles savent où vous avez votre stop loss, elles savent tout. Donc si elles veulent vous défoncer, si elles veulent venir vous liquider, elles le feront et elles vont pas vous demander votre avis. Donc non, je ne fais pas là ces derniers temps du day ou du scalping tout simplement parce que nous ne sommes pas sur un marché tendanciel, tendance haussière, puisque je ne fais que long le marché, une fois de plus je te le répète, mais par contre je suis, vu les circonstances actuelles du marché, très impliqué. Bon déjà j'ai une bonne partie, j'ai envie de dire, en stable actuellement pour pouvoir racheter les dips d'altcoins si jamais ils viennent à arriver, comme on en a parlé ensemble depuis 2 semaines maintenant. Donc je vous ai parlé, je vous ai exposé ma stratégie, vous êtes au courant. Et donc voilà, si évidemment on a ce dip, moi je vais pouvoir essayer de réaccumuler un maximum d'alt avec cette belle correction. Et en plus de ça, c'est aujourd'hui, là, on vient d'avoir une énorme correction. On vient d'un Bitcoin aux 70K pour aller chercher les anciennes ATH. Donc, de notre point actuel sur la plupart des alts jusqu'à leur ATH, on est à x3, x5. Donc, c'est le meilleur moment pour essayer de se construire un portefeuille intelligent, un bon bag avec des bons alts et des bonnes opportunités pour le long terme. Donc là, actuellement, je ne cherche pas à faire du trading parce que ça, c'est évidemment plus risqué. Qui dit plus risqué dit qu'il y a des potentielles pertes de capital. Et en tant qu'investisseur, quand on a des dips comme ça sur un marché, on ne peut pas se permettre d'essayer de perdre du capital parce que chaque moindre euro, entre guillemets, vont être très importants lorsqu'on souhaite les investir sur des alts à bas prix. Tu vois un petit peu? Donc voilà, ces derniers temps, je suis plus dans une recherche de me construire un bag intelligent et de me positionner sur des alts qui reviennent dans des zones avantageuses. Voilà. Mitz qui me demande pourquoi tu trades jamais en short. Alors je ne trade pas jamais en short, ça peut m'arriver de shorter le marché quand on a eu un mouvement excessivement haussier, mais là, vu qu'on sort d'un marché baissier, je ne cherche pas à shorter le marché lorsque les vendeurs sont essoufflés. Moi, personnellement, je shorte le marché quand les vendeurs ont beaucoup de force. Quand ils ont beaucoup de force, là, c'est le moment où ils peuvent vraiment envoyer un mouvement baissier. Et donc là, on peut essayer de shorter. C'est intéressant. Surtout en fin de mouvement excessivement haussier. Par contre, à l'inverse, essayer de shorter le marché lorsque nous sommes plus proche du bottom que du top, c'est dommage je trouve, parce que moi aujourd'hui je cherche des positions d'entrée plutôt que des positions de short, étant donné que je pense que le marché risque de se stabiliser d'ici peu, voire même de trouver un rebond prochainement. Malgré un dip qui pourrait arriver, je préfère attendre ce dip avec mes liquidités de côté pour être à la chasse et sauter sur les opportunités, plutôt que d'avoir mes liquidités qui sont dans des positions short, que je suis pas forcément sûr dans un instant T que le marché va donc de toute façon là tout de suite continuer encore sa jambe baissière, et donc à ce moment-là avoir des possibilités de perte sur mon capital. Eric Clément qui nous dit je gagne un peu grâce au range présentement entre 18 000 et 20 000, mais malgré le fait que là actuellement tu gagnes un petit peu sur des ranges, c'est on va dire
passager. Ça veut dire que quand tu trades les ranges, tu es toujours au courant et surtout, en fait, si aujourd'hui tu arrives à être gagnant en tradant ton range, ça veut dire que de toute façon, tu n'as pas mis en place les bons setups. Pour la plupart du temps, ça voudrait dire que tu t'es trop exposé au risque, que tu as sans doute pas mis de stop loss, que tu as sans doute pas mis de take profit, etc., etc. Et donc, quand tu prends un trader expérimenté qui a l'habitude de trader et qui a son setup, qui met toujours en place avec un stop loss, avec un take profit, avec un certain ratio risque-reward, la plupart du temps, sur le marché crypto-monnaie, les traders, on va dire aguerris le savent, on évite de trader les petits ranges tout simplement parce que les ranges sont là pour liquider tout le monde. Et c'est le cas, on le sait, elles connaissent hein, ce sont les makers de marché, les whales, c'est elles qui créent le marché, elles travaillent avec les différents exchanges, donc elles connaissent à la fois nos positions d'entrée, à la fois nos positions, les points de liquidation extrême, elles connaissent aussi les différents take profit pour éviter d'aller vous faire chercher vos take profit, parce que voilà, malgré tout, le marché, la plupart, c'est simplement psychologique. La plupart des gens vont mettre leur stop loss exactement au même endroit et mettre leur take profit exactement au même endroit. Et c'est vraiment inconscient peut-être, mais c'est ce que tout le monde fait pour la plupart. Et c'est pour cette raison que sur les ranges, ils se font défoncer. Eric Clément qui nous dit « Je dois être chanceux, environ 20% de profit par jour ». Si tu nous dis déjà que tu réalises environ 20% de profit par jour, ça veut dire que dans ton trading, tu es à levier. Donc déjà ici, si tu es à levier, tu prends beaucoup plus de risques et tu es beaucoup plus exposé au risque qu'un trader, on va dire, simple, normal. Moi, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, pour la plupart du temps, vous savez comment est-ce que je trade. Je préfère faire en sorte de trader avec des grosses sommes plutôt que de trader avec du levier. Parce que trader avec du levier, c'est une possibilité de liquidation. Qui dit liquidation, dit fermeture totale des positions. Et on ne sait jamais, il peut toujours se passer des choses, il y a certains exchanges qui peuvent connaître des DPEG, il y a des fois des énormes mouvements de liquidation qui font que vous ne pouvez pas sortir jusqu'à votre zone de liquidation, bref, il y a beaucoup trop de choses qui font qu'aujourd'hui, le fait de trader à levier fait que ton capital est énormément exposé au risque. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu arrives à obtenir 20% par jour et c'est déjà une très belle performance et félicitations à toi, mais fais très attention parce que qui dit 20% par jour dit que évidemment, tu es énormément exposé au risque parce que plus il y a de gains, plus il y a de risques à côté, c'est obligatoire. Hein, je ne sais pas si c'est exactement une loi universelle. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Mais à mon avis, ça doit être une loi universelle. Parce que plus tu gagnes, plus tu as pris de risque. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Olivier qui nous dit « Salut coach, 100% de PNL sur Solana depuis hier, levier x20 ». Bah voilà, tu vois là encore, tu es en levier, une fois de plus, tu prends plus de risques. Donc attention malgré tout, évidemment, il y a des stratégies qui peuvent te permettre de trader en levier de manière intelligente, avec un petit peu plus de sécurité, etc. etc. Mais malgré ce fait, pour ma part, je préfère toujours, et ça je l'explique très souvent aux élèves, je préfère largement trader avec des sommes importantes plutôt que de trader à levier. Il ne faut pas trader avec de l'argent qu'on n'a pas. Il faut apprendre déjà à faire avec l'argent qu'on a. Si on n'arrive pas à gagner avec l'argent qu'on a, alors comment est-ce que vous voulez gagner avec l'argent que vous n'avez pas? Bah, ça va être exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle quand vous voulez trader, apprenez déjà à trader avec de l'argent que vous avez, avec le capital que vous avez, faites-le grossir. Faites en sorte ici que ce capital devienne plus important et que ce soit comme si vous ouvriez une position à levier, que vous puissiez ouvrir 10, 20, 30, 50 000 $ par position. Donc ça représente 1,5, 2, 3 bitcoins à la limite. Donc ça fait plutôt de belles quantités ici et ça peut, j'ai envie de dire, avec de simples mouvements, hein, vous pouvez faire, je sais pas, 5% de hausse et ça peut très rapidement, avec 10, 20, 30, 50 000 $, ça peut très rapidement vous faire 1000, 1200, 1500 € par jour. Donc il y a largement des belles choses à faire. Mais par contre, il faut une fois de plus essayer de trader avec l'argent que vous avez. Que penses-tu du CHSB, donc de Swissborg? Bah, le CHSB de Swissborg, c'est toujours très intéressant au fur et à mesure où la plateforme continue d'avancer. Étant donné qu'on voit que Swissborg aujourd'hui, bah, ils continuent toujours d'avancer vers des nouveaux objectifs. Ils continuent surtout d'être à l'écoute de leurs clients et de leur proposer exactement ce qu'ils attendent. Donc des outils clés en main qui fonctionnent bien, qui peuvent aider, qui permettent aussi, j'ai envie de dire, de réaliser un trading plus fluide, plus intéressant, plus simple, etc. Bref, pour moi, aujourd'hui, le CHSB, c'est un actif qui, j'ai envie de dire, comme tous les utility tokens d'exchange, donc comme le BNB, comme le CRO, comme le KCS de KuCoin, bref, comme tous ces utility tokens d'exchange, voilà, je pense qu'ils sont tous très intéressants à mesure où la plateforme fonctionne bien, à mesure où la plateforme continue d'être utilisée, à mesure où la plateforme continue de se développer, tout simplement. Donc, en gros, quand vous avez un utility token d'exchange, bah, pour vous assurer qu'il a de l'avenir ou alors pour vous assurer qu'il risque aussi d'ici peu, je sais pas, d'avoir une certaine potentialité d'évolution, bah, il faut regarder un peu les différents volumes de trading de l'exchange en question, il faut regarder un petit peu l'acquisition de nouveaux clients, est-ce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, est-ce qu'il y en a de moins en moins, etc. Et après, au fur et à mesure, avec ce type d'infos, vous pouvez très largement savoir est-ce qu'il est bon d'essayer d'acheter cet utility token en question ou est-ce qu'il serait bon de ne pas rentrer en position.